Londres. Les Français parlent au français. Andromaque se parfume à la lavande. Athalie est restée en extase. Nous disons 2 fois Athalie est restée en extase. Il est, dans la capitale britannique, un lieu ouvert à tous les vents et à tous les yeux, mais qui contient à la vérité des choses fort rares. Je vais vous parler du Musée national du Royaume-Uni, c'est-à-dire le British Museum. Alors c'est un musée, comme il en existe tant d'autres à travers le monde. Rien ne le distingue de prime abord de tous ses frères. Si ce n'est peut-être sa taille, il est particulièrement vaste. Et aussi l'année de sa création. 1753. C'est effectivement le premier musée du monde, chronologiquement parlant. Et 1753 est la date autour de laquelle pivote toute mon histoire, toute notre histoire. C'est l'instant mystique autour duquel tout bascule. En 1753, le monde change sous nos yeux, ou plutôt ce sont nos yeux qui changent et qui nous font voir un nouveau monde. L'organe de la perception se modifie. À partir de 1753, il ne sera plus possible de savoir comment les gens d'avant pensaient, quelles catégories ils utilisaient, comment ils ressentaient et comment ils voyaient les choses autour d'eux, car à la date de 1753, nous divorçons d'avec leur façon d'être au monde. Rien n'est à la fois plus emblématique et plus activement partie prenante de ce moment que le British Museum. Le bâtiment, le contenu, mais aussi surtout son mode de fonctionnement. Ce fabuleux dispositif de mise à disposition de la vue de quoi exactement? Nos mystères modernes, à la différence de ceux de l'Antiquité, ne sont pas réservés à une élite spirituelle, volontaire et ascétique, et ne sont pas non plus soumis à un long parcours initiatique sous la direction d'un guide. N'importe qui peut entrer au temple muni d'un simple paquet de pop-corn, mais c'est curieusement la visibilité même du mystère qui le rend transparent. Véritablement, ça crève les yeux. Ainsi, voilà l'histoire. Au milieu du XVIIIe siècle, le Royaume-Uni est en train de devenir une grande nation entreprenante et s'est lancé à la conquête de la terre entière. Il est au coude à coude avec la France dans une espèce de course de vitesse qui se dessine pour explorer le monde, le cartographier et connaître, commercer, coloniser, exploiter les richesses et les populations que sa nouvelle puissance lui permet de subjuguer. Son empire maritime couvre la surface de tous les océans et il devient le carrefour géographique où se rencontrent les curiosités et les marchandises les plus exotiques. Le lieu où se croisent les récits de tous ceux qui ont voyagé sur les mers lointaines et vu des pays fabuleux. Sur cette petite île privilégiée commencent à converger et à se concentrer des mots et des choses venus du monde entier. Et il est une pratique répandue à cette époque, un espèce de hobby qu'entretiennent beaucoup de ces voyageurs cultivés qui ont la chance de jouir de quelque fortune, et qui s'appelle le cabinet des curiosités. Dans une pièce de leur riche demeure, tout spécialement consacrée à cet usage, et soustraite à l'indiscrétion des regards par de lourdes tentures, s'entasse dans un pêle-mêle hétéroclite tout ce que le hasard de leur trouvaille ou le fruit de leur marchandage a pu rescaper de leur lointain périple. On ne soulève l'embrasure de ces rideaux que pour ses amis, les hôtes de marque, ou pour ceux qui, curieux, avides de rareté, vous en ont prié avec insistance. On peut y voir, au plafond, un grand alligator empaillé qui vivait jadis près des rapides du Congo et qui s'est figé là, au milieu d'un ciel constellé de coquillages, d'hippocampes et d'étoiles de mer. Une lunette astronomique hollandaise semble scruter d'en bas ce drôle de zodiaque, environnée qu'elle se trouve de coraux multicolores aux formes délicates, venus de la grande barrière australienne, qui parsèment les abords de l'entrée dans un désordre arrangé. À quoi fait suite une rangée de sabres et d'armures, ayant appartenu, nous dit-on, à une dynastie de chevaliers samouraïs. Plus loin, en avançant, ce sont les bizarres instruments de navigation qu'utilisaient les morts pour situer les étoiles. Les astrolabes striés de marques sémitiques, de repères et de signes, les sextants et les cabestans. Un Coran enluminé ayant appartenu au calife Haroun al-Rachid, ainsi que des lampes à huile incrustées de pierres précieuses, semblent s'être échappés d'un conte de 1001 nuits. Il y a des bijoux de Papouasie et des îles de la Sonde, des coléoptères fascinants de beauté piqués sur du velours et mis sous vitre, qui ont un jour volté dans le sillage furieux des rivières himalayennes. Des herbiers avec des fleurs aux couleurs chatoyantes, des plantes aux configurations singulières, évoquant de surprenantes génitoires,
des gemmes cristallines, agates et pierres de lune, topazes translucides, des fossiles ayant pétrifié les ossements de monstres préhistoriques. Il y a les masques hideux dont se parlent les féticheurs de la forêt équatoriale au cours de leurs rituels exorcistes, des casse-têtes fulgurants, des couteaux d'obsidienne par lesquels les prêtres aztèques s'offraient le chemin des poitrines humaines pour en offrir au soleil les dernières palpitations, des horloges, des microscopes, des pièces de monnaie usées par les ans et les pluies. Sur le mur du fond, une peinture en trompe-l'œil représente un cabinet des curiosités. Juste devant, dans une solitude hiératique, se trouve le globe céleste mécanique, à la fois horloge et map-monde, qui donne à voir le mouvement du temps et des constellations. Ce jouet précieux d'acajou et de cuivre est une prouesse technique tout autant qu'une source intarissable de rêverie enfantine, pour qui se perd dans la contemplation de ses rouages. Il y a tant de choses que cela semble défier la capacité d'inventaire. Tout ce que le Créateur a fabriqué dans son inventivité sans borne, puis qu'il a dispersé par toute la terre, se trouve rassemblé dans ses cabinets, à disposition de l'homme pour qu'il ait enfin sous le regard une vue d'ensemble de sa création. Les plus richement fournis acquièrent une réputation à travers toute la Grande-Bretagne, et ceux qui se sont intéressés à leur réputation connaissent par l'ouï-dire ce qui s'y trouve. Mais les temps changent rapidement. Le monde nouveau en train d'apparaître devient une réalité tangible sur les mers et dans les chancelleries, en politique et en économie, mais également dans le domaine de la culture. Et je vous rappelle d'ailleurs à ce propos que la culture, c'est de la miel. 1753, British Museum. La couronne prend la tête et assume la gestion du plus grand des cabinets des curiosités. L'époque n'est plus aux mages et aux alchimistes, ni à l'accumulation d'un fatras empirique selon une fantaisie librement imaginée. Les marchandises arrivent en Europe et repartent à un rythme de plus en plus accéléré, et la course de vitesse politique que se livrent la France et l'Angleterre impose de nouveaux impératifs, impose une manière plus rationnelle d'envisager les choses. Ce qui est en jeu est tout à la fois la connaissance systématisée du monde selon une démarche dite scientifique et une efficacité accrue dans la course pour la domination de ce monde. L'histoire s'emballe et il n'y aura qu'un seul destin pour chacun des deux concurrents, être vainqueur ou vaincu. France-Angleterre, Angleterre-France, on sait bien ce qu'il en a été par la suite. Mais à ce moment-là, rien n'est encore joué, et la France aurait pu, si elle avait été plus clairvoyante et usé son énergie à mieux accorder ses moyens et ses fins, emporter la partie sur sa rivale. L'histoire en a décidé autrement. Une série de revers, de coups de malchance et d'inconséquences auront raison de ses prétentions. Alors qu'elles se prélassent tranquillement dans l'orgueil d'être en ce XVIIIe siècle le phare intellectuel et culturel incontesté du monde, que l'on parle alors français dans toutes les cours et les salons d'Europe, elle laisse filer sa suprématie de façon misérable. La montée en puissance de sa rivale s'ordonne autour de quelques dates, synoptique et simplifiée de son essor. Elle ne sera plus rejointe. Fin du XVIe siècle, engloutissement dans les flots de l'invincible armada espagnole, ce qui laisse à l'Angleterre et à la France les coups des franges pour sillonner le monde à leur guise. 1753, création prémonitoire du British Museum, juste avant la guerre de 7 ans. 1763, fin de cette même guerre de 7 ans, qui est en fait la vraie première guerre mondiale, et aussi celle qu'il ne fallait pas perdre. L'Angleterre entre en possession et jouissance de l'Inde et de toute l'Amérique du Nord. La France écartée, elle devient sans concurrente sur les océans du globe. 1789, irruption de l'accès schizophrénique aigu dont nous ne sommes toujours pas revenus. Le projet français de domination mondiale, qui par la force des choses a avorté, subit à cette date une étonnante métamorphose et se donne à présent sous les espèces d'une fraternité égalitariste entre tous, peuple et individus. Il s'exhibe bruyamment comme idéal de concorde universelle. Cette crise a laissé jusqu'à ce jour plus d'un de ces fervents sectateurs en état de prostration mentale, toujours à la révération des ombres, toujours à leur slogan et leur absence de pensée. 1805, coup de Trafalgar, point final, et suite logique de cette désastreuse révolution par laquelle notre pays s'est lui-même tiré une balle dans le pied. S'il existait encore un espoir de damner le pion à la perfide Albion, il ne faut, à partir de là, même plus y songer.
Toutes les batailles gagnées par l'aventurier pré-romantique au pouvoir ne sont que des sursis successifs qu'il se donne. C'est bel et bien fini. Il n'y a que la France, 2 siècles plus tard, à ne toujours pas comprendre ce qu'il s'est passé. Ce pays, qui se complaît à se sentir coupable, souffre d'une curieuse affection du sens commun. Il entretient un étrange rapport de dénégation avec les faits de sa propre histoire et se trompe systématiquement sur l'identité et sur le sens des événements. Le Français aujourd'hui n'a toujours pas intégré pleinement qu'il n'habitait pas au centre du monde et se demande dans le même mouvement, sans en chercher la cause au bon endroit, pourquoi il est si constamment affligé de cette incurable mélancolie qui délite de façon si intime sa belle constitution. Si vous lui parlez de l'existence d'un vieux combat pour la domination du monde qu'il aurait perdu, il vous regarde comme si, débarqué d'une autre planète, vous ne saviez pas que la France, enfin, est le pays des droits de l'homme et que, par conséquent, diable, elle ne peut avoir eu en tête un projet comme celui dont vous parlez, de domination mondiale. Sauf peut-être, si vous insistez vraiment, à l'époque heureusement révolue maintenant de la monarchie, où régnait l'arbitraire et l'ambition personnelle des rois. Certes, l'école laïque et obligatoire n'a pas aidé. Elle a bien plutôt parachevé l'œuvre de crétinisation et d'abrutissement généralisé, en mettant dès le jeune âge tout citoyen hors de position de jamais rien comprendre, quoi que ce soit d'authentique ayant trait à la vérité de son histoire. L'éducation pour tous, clé de voûte de l'action d'ignorer, n'est-ce pas là un bel exemple d'ironie suprême, une bien curieuse cerise sur un gâteau évanoui. Je pourrais disserter des heures durant sur ce pauvre pays et gaspiller mes larmes à me lamenter sur un déclin qui n'est pas près de s'achever. Mais cela me semble aussitôt plus que vain. Ce qui est fait d'une part, et voyez-vous, je ne suis pas même vraiment triste. C'est que je suis un Français, moi aussi, et l'on n'échappe pas comme ça à sa race. Sauf peut-être transitoirement, parfois, dans ces bières blondes que l'on vous sert ici par pinte et qui ont la douce couleur de la miel. Vous voudrez bien m'excuser, mesdames et messieurs, car dans ce pub du cœur de Londres où je me trouve pour vous écrire, je viens de m'apercevoir que bières et boiseries ont un drôle de chatoiement. C'est de la moire. Santé à vous.